Donc, bonjour et bienvenue à notre webinaire intitulé Mieux servir les personnes immigrantes, développer vos compétences interculturelles. Je m'appelle Valérie Lacroix et je suis la directrice générale adjointe de la GEFO. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la GEFO, nous sommes une communauté juridique et un centre d'expertise en français qui œuvre depuis plus de 40 ans. Si vous n'êtes pas déjà membre de la GEFO, nous vous encourageons à vous inscrire dès maintenant sur notre site web www.agefo.ca. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une reconnaissance du territoire sur lequel je me trouve. La colonisation, le racisme et le suprémacisme blanc ont eu des conséquences néfastes sur les communautés autochtones. Afin de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, la GEFO a adopté cette pratique qui reconnaît leur présence dans l'histoire et dans le présent du Canada. Donc, je reconnais que puisque je suis à Ottawa, je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que cette nation est la gardienne et défenseur traditionnelle de ce territoire et nous la remercions de son accueil. Nous sommes heureux de vous voir présent en grand nombre aujourd'hui. La GEFO est ravie d'offrir des formations à distance en français permettant de vous rejoindre partout en province. La formation d'aujourd'hui contient 30 minutes de contenu sur l'égalité, la diversité et l'inclusion et 15 minutes de contenu de professionnalisme. Cette formation est rendue possible grâce au financement du ministère de la Justice du Canada. Avant d'aller plus loin, j'aimerais également préciser quelques points relatifs au bon déroulement de la session. Tout d'abord, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et nous sommes en webinaire Zoom, ce qui veut dire que les panélistes ne peuvent ni vous voir ni vous entendre. Vous avez donc le choix de cliquer sur Gallery View, aperçu galerie, ou Speaker View, aperçu intervenant en haut à droite de votre écran. Si vous choisissez aperçu galerie, vous allez voir les panélistes en même temps. Si vous choisissez aperçu intervenant, vous allez avoir une petite galerie en haut de votre écran et la personne qui parle sera dans un gros écran en dessous de cette galerie. Veuillez aussi noter qu'il y aura une période de questions à la fin. Donc, pendant la présentation, vous pouvez écrire vos questions dans le chat et seulement les panélistes et les organisateurs de ce webinaire peuvent voir vos questions. Alors, en tant que juriste, vous devez respecter les lois sur le droit de la personne. Cette obligation inclut le devoir d'éviter la discrimination pour des motifs comme la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique et la citoyenneté. Cette discrimination peut être indirecte et non intentionnelle. L'emphase de cette formation aujourd'hui est de vous aider concrètement à éviter la discrimination envers les personnes immigrantes. Nous voulons vous outiller pour éviter la discrimination envers ces personnes, en particulier celles qui sont issues des communautés racisées. La GEFO a alors le privilège d'accueillir aujourd'hui Mme Caroline Zamar, directrice générale du MOFIF, le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, Maître Julie Lassonde, avocate, médiatrice et chercheure, ainsi que Maître Safiatou Diallo, avocate et notaire de la Clinique juridique francophone d'Ottawa. Il n'y a pas une solution magique applicable à toutes les circonstances. Nos invités vous présenteront plusieurs astuces que vous pourrez intégrer dans votre pratique ou bien vous en inspirer. Profitez-en bien pour bénéficier de leur expertise et expérience. Alors, dans un premier temps, je passe la parole à Maître Julie Lassonde qui nous expliquera comment desservir une clientèle immigrante selon les principes de l'équité, de la diversité et l'inclusion. À vous la parole, Maître Lassonde. Merci beaucoup et merci à la GEFO de m'inviter aujourd'hui. Donc, je vais moi aussi partager un PowerPoint pour commencer. Donc, allons-y. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Oui. OK, parfait. Donc, d'abord, j'aimerais simplement vous dire que je vous parle aujourd'hui comme étant une avocate qui n'est pas spécialiste en droit de l'immigration et des réfugiés. Je suis aussi une personne qui n'a pas elle-même une expérience d'immigration dans la vie personnelle. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi c'est important de se situer dans ce genre de travail. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous présenter plutôt comment les principes d'équité, diversité et inclusion s'appliquent à desservir une clientèle immigrante. Donc, mon domaine à moi, c'est plutôt justement toutes les questions de droits de la personne, d'équité, diversité, inclusion.
Et j'ai aussi une pratique en droit de la famille où je desserre une proportion importante de clientèle immigrante. L'autre chose que j'aimerais faire, c'est de vous parler un petit peu des perceptions sociales des personnes immigrantes et des expériences de celles-ci, de façon à développer des pratiques exemplaires. Donc, comme je disais tantôt, la première pratique exemplaire dont j'aimerais parler, c'est toujours le réflexe de se situer soi-même par rapport à notre clientèle ou aux autres personnes qu'on côtoie dans le cadre de notre travail ou de notre vie personnelle. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que moi, j'ai une expérience d'immigration? Peut-être que oui, peut-être que non. Si j'en ai une, peut-être que mon expérience à moi est similaire à celle de ma clientèle, mais elle pourrait aussi être radicalement différente. Dans le fond, cet exercice-là, ça permet de prendre conscience du fait que l'expérience de notre clientèle peut être différente de la nôtre, qu'on ne la comprend pas nécessairement déjà, et donc on ne peut pas présumer, par exemple, que notre vision du monde est la même que celle de notre clientèle. J'aimerais aussi prendre le temps de juste penser à qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit une personne immigrante. Les définitions vraiment peuvent varier, et puis vous savez dans le monde juridique qu'il y a différents statuts d'immigration d'un point de vue légal. Mais si on regarde certaines définitions qui sont utilisées, par exemple, en recherche par Statistique Canada, j'ai mis des exemples ici. Si je lis la deuxième définition, on parle de personnes résidant au Canada qui sont nées hors du pays, à l'exclusion des travailleurs étrangers temporaires, des citoyens canadiens nés à l'étranger et des détenteurs d'un visa d'étudiant ou de travail. Donc, il peut y avoir des définitions qui sont un petit peu plus restreintes comme ça. Avec une collègue, la chercheure Erika Gaidsgas, en 2015, nous avons produit un rapport de recherche où on avait une définition plus large. Donc, dans ce cas-là, on parlait des personnes immigrantes et réfugiées de manière plus large pour comprendre aussi les personnes demandeuses d'asile, les personnes sans statut, les personnes visiteuses, visiteurs, les travailleurs migrants temporaires, les étudiants étrangers qui souhaitent s'établir au Canada. Alors, dans le cadre de cette recherche-là, c'était parce que le but de l'étude des besoins de la clientèle, c'était pour essayer de développer des services. Et donc, les personnes qu'on appelait personnes immigrantes que les organismes communautaires pour lesquels on travaillait voyaient dans la vie de tous les jours, c'était une définition beaucoup plus large que le strict statut d'immigration d'un point de vue légal. Pourquoi je vous parle de tout ça? Bon, parce que, dans le fond, sous la définition, disons, de personnes immigrantes, ou quand on emploie ces termes-là, on peut nous-mêmes créer plus ou moins d'inclusion. Et on voit aussi qu'il y a une question sous-jacente là-dedans qui est considéré comme faisant réellement partie de la société canadienne. Donc ça, c'est très important d'un point de vue de faire des choix d'inclusion ou de malheureusement produire de l'exclusion. Il y a donc un éventail de perceptions qui sont associées aux personnes immigrantes. Ce qu'on peut se poser comme question quand on veut se dire est-ce que c'est approprié de dire personne immigrante, c'est après plusieurs années au Canada, est-ce qu'on perçoit toujours cette personne-là comme immigrante? Dans le fond, il pourrait y avoir le point de vue de la personne elle-même. La personne qui a eu une expérience d'immigration, ça peut être très personnel. À quel moment peut-être qu'on cesse un peu de se voir comme une personne immigrante? De l'extérieur, pour les autres personnes, dans le fond, c'est toujours cette espèce d'idée de voir la personne comme une personne immigrante ou bien tout simplement comme canadienne ou comme membre de notre communauté. Le fait de toujours coller cette étiquette immigrante sur une personne peut créer de l'exclusion. Ça peut donner l'impression que la personne ne fait pas toujours partie de la communauté locale à part entière. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui a vécu à Ottawa pendant 10 ans, qui connaît très, très bien son environnement,
mais qui peut avoir malheureusement une expérience qui est très similaire à une personne qui viendrait juste d'arriver parce qu'elle est racisée et toujours étiquetée comme immigrante. Alors là, ça m'amène à parler de questions de visibilité. Comme vous pouvez vous en douter, les personnes immigrantes blanches font moins face à ce genre de perception d'être immigrant toute sa vie et non pas canadien. Donc ça peut blesser les gens et puis c'est des choses à quoi on peut faire attention dans notre travail professionnel et dans notre vie personnelle. Il y a aussi le fameux phénomène dont je suis certaine que plusieurs ici sont au courant, mais les personnes racisées, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas blanches, sont souvent perçues comme immigrants, mais erronément, sont en fait nés au Canada, etc., et vivent avec cette perception également. Donc, il y a peut-être un certain manque de respect là, dans ne pas vraiment comprendre l'identité d'une personne et présumer des choses. Donc, l'autre aspect dont je voulais vous parler, c'est que on n'est pas toujours obligé de tout savoir sur notre clientèle. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de savoir si notre clientèle est immigrante ou pas, ou les détails de leur expérience? C'est sûr, si vous pratiquez en droit de l'immigration et des réfugiés, bien sûr, ça va être très important, tout ce parcours-là, mais pas nécessairement dans d'autres domaines juridiques. Alors, si, par exemple, il nous vient à l'esprit de poser une question du genre « Ah, pourquoi avez-vous choisi d'immigrer au Canada? » et que c'est une curiosité. Bon, ça peut arriver. Ce genre de questions qui va dans des détails qui ne sont pas nécessaires pour notre travail peut être perçu comme étant très intime et comme créant une intrusion. Donc, d'aller commencer à parler de son expérience d'immigration en détail, c'est pas quelque chose qu'on fait avec un autre individu, à moins d'avoir établi vraiment une expérience positive entre nous et puis une certaine confiance. Et c'est vraiment le choix de chaque personne de dévoiler ce qu'il ou elle veut de son expérience personnelle, que ce soit l'immigration ou d'autres sujets. Alors, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'éviter ces écueils? Un des principes dont je voulais vous parler, c'est l'humilité culturelle. Donc, l'humilité culturelle, ça nous invite à réfléchir sur nos préjugés, à prendre le temps d'apprendre des personnes qui ne sont pas de la culture majoritaire, à prendre le temps de comprendre différents points de vue et façons de faire, tout simplement. Un petit peu plus concrètement, ce serait de pratiquer constamment, de manière régulière, l'auto-évaluation, l'autocritique et, encore une fois, de ne pas présumer qu'on sait telle ou telle chose ou qu'on connaît la culture ou l'expérience d'une autre personne. Vous savez que même à l'intérieur de ce qu'on pourrait voir comme une même culture, il pourrait y avoir différentes interprétations. Alors, c'est une forme de respect de simplement ne pas présumer ça. Favoriser une bonne communication, c'est très important. Et l'une des choses clés, c'est ce dont j'ai parlé tantôt. Laisser la personne se révéler plutôt que de poser plusieurs questions. Si vous essayez ça, vous allez vous rendre compte que les gens se révèlent et puis ça se fait progressivement, naturellement. Vous en apprenez sur la personne. Vous n'avez pas vraiment besoin d'aller poser des questions, à moins que ce soit absolument nécessaire pour le travail juridique. Et dans ce cas-là, c'est mieux d'expliquer le contexte de la question. Pourquoi on doit poser ces questions-là, par exemple en droit de la famille ou en droit des réfugiés ou de l'immigration? Lorsqu'on explique le contexte, les questions vont être beaucoup mieux reçues. Donc, c'est une forme de soin, de bienveillance dans la manière de communiquer dont je parle ici. Et finalement, c'est toujours utile de lire constamment, d'apprendre sur différentes cultures, de regarder des vidéos sur des témoignages d'expériences vécues. Il y a toutes sortes de façons de faire. Ça peut être dans la vie de tous les jours, avec des amis, etc. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est une autre pratique exemplaire qui est de développer une capacité de reconnaître ses erreurs et de gérer ses émotions une fois qu'on a réalisé qu'on a fait une erreur. Alors, ça va dans le sens de l'humilité, encore une fois. Et là, je vais aller un petit peu plus loin et vous parler d'un concept qui s'appelle la fragilité blanche. Alors, si je peux le dire dans mes propres mots, la fragilité blanche, c'est lorsqu'une personne blanche, comme moi, se fait critiquer pour avoir dit ou fait quelque chose qui a été jugé raciste.
OK? Ça peut arriver, c'est pas intentionnel, tout le monde fait des erreurs. Alors, la personne blanche qui se fait critiquer se réalise là qu'elle a fait quelque chose de raciste ou bien est confrontée au fait d'avoir l'air raciste. Et là, ça provoque des émotions intenses à l'intérieur de la personne qui est critiquée. Et ça peut aller jusqu'à la personne est en pleurs ou la personne est sur la défensive à l'extrême. Ça peut même mener à des comportements violents, mais une grande culpabilité. Et c'est comme si on n'avait plus le contrôle de nos émotions. Et là, ce qui se passe, c'est que cette fragilité blanche, ça fait en sorte que c'est comme si l'émotion vécue par la personne qui a fait l'erreur raciste, c'est comme si c'était plus grave que la personne qui a été visée par le racisme et qui a vécu du racisme, alors que c'est vraiment l'expérience de l'autre personne qui est grave, qui l'a blessé. Et c'est pour ça qu'il y a une personne qui est intervenue pour dire voyons, ce que vous venez de dire manque de respect. Alors, en tant que personne blanche, surtout, on doit contrôler ça. On doit dire, OK, j'ai fait une erreur et je me sens totalement honteuse. Je ressens de la colère envers moi-même. Je me sens très mal en ce moment. Sauf que je vais prendre la peine de ne pas démontrer ça d'une manière exagérée. Je vais plutôt le reconnaître avec humilité. Puis quand je vais retourner chez moi, à ce moment-là, je vais prendre mes moyens pour prendre soin de moi, pour gérer mes propres émotions. Mais je ne vais pas, disons, exposer la personne envers qui j'ai déjà fait une erreur et je ne vais pas mettre sur ses épaules le poids de m'aider à me remettre d'avoir été traité de raciste. Donc, cette fragilité blanche, si vous avez déjà eu ce type d'expérience qui est très commune, d'avoir fait une erreur et de vous sentir mal, dites-vous que c'est quelque chose que vous pouvez gérer, mais d'une façon séparée de l'interaction que vous venez d'avoir pour ne pas imposer ça sur les personnes qui ont déjà été blessées malheureusement par votre comportement ou le mien, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai à partager. Donc je quitte le PowerPoint et puis je repasse la parole à Valérie. Merci, Maître Lassonde, pour ces précieuses informations, mais aussi pour ces pratiques exemplaires. Donc maintenant, je passe la parole à Madame Zamar pour nous en apprendre plus sur les défis que les personnes migrantes rencontrent dans leur quotidien. Merci beaucoup et merci à la GEFO de m'avoir invité ce matin. Par rapport aux défis, elles sont nombreuses. Moi, je vais vous parler du point de vue de quelqu'un qui est migrante. Ici au Canada, ça fait 18 ans que j'y suis. Et aussi, surtout, de l'accompagnement, d'un accompagnement que je fais depuis plus d'une quinzaine d'années auprès des nouveaux arrivants et des personnes réfugiées. Je pense que pour vraiment travailler auprès des personnes immigrantes et réfugiées pour être efficace, on doit comprendre d'où ces personnes viennent. On doit comprendre ce que ces personnes vivent. Ce que j'essaie de dire par là, par exemple, moi, je veux aller dans le côté très concret, très pratico-pratique. Je vais vous parler premièrement de distance culturelle. Une personne qui est nouvelle arrivante il y a la distance culturelle, c'est-à-dire que sa réalité culturelle est la réalité culturelle canadienne. Cette personne doit faire tout un cheminement pour trouver des ponts, je dirais, entre sa culture de pays d'origine et la culture canadienne. Donc, pour quelqu'un quand on interagit avec ces personnes, on interagit sans tenir compte de ça. Donc, on pense, on n'a pas forcément les réponses que nous voulons, on n'a pas forcément les comportements qu'on recherche, on oublie qu'il y a cette distance culturelle et que de la même façon que cette personne est en train de décoder la culture canadienne et que
nous devons faire aussi l'effort de décoder la sienne pour qu'on arrive à avoir une vraie communication, une vraie connexion avec cette personne-là. Je vais aussi parler de perte des repères. Quand on arrive dans un nouveau milieu, il y a cette perte des repères, mais cette perte des repères est encore plus grande parce que quand on dit à une personne immigrante qui arrive ici que ce qu'elle avait, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle était avant d'arriver au Canada ne compte pas, toutes ses expériences et même ses études ne sont pas prises en compte. Donc, cette personne ne peut pas se situer comme, pour reprendre le mot qu'a utilisé tout à l'heure Maître Lassonde. Donc, comment se situer dans un nouvel environnement si on n'arrive même plus si ton identité est attaquée, si on ne peut plus se définir comme médecin. Souvent, nous nous définissons à partir de nos professions, nos diplômes. C'est des années d'investissement personnel, nos expériences qu'on apporte, au fait. Donc, quand on n'est plus capable de ça, donc ça devient doublement difficile d'avoir des repères dans le milieu dans lequel on doit s'intégrer parce qu'on n'a plus de repères à soi-même. Donc, ça provoque une fragilité énorme. Je demande aussi de prendre conscience que, à cause de ça, le parcours d'immigration commence avec différents traumatismes. Dire à quelqu'un qu'elle est une page blanche, dire à quelqu'un que ce qu'elle était avant, que cette personne était avant, ne vaut rien. C'est vraiment, je vais utiliser un mot fort. Je sais qu'il y a des avocates autour de la table, mais c'est criminel. Dans le sens parce on détruit cette personne-là. On détruit cette personne-là, donc on commence son parcours d'immigration avec cette inéquité parce que cette personne a été choisie à cause de ses diplômes. Dans le cas d'une personne immigrante, elle a été choisie à cause de son parcours professionnel et de ses diplômes, et arrivée ici, on lui dit que ça ne vaut rien. Donc, imaginez cette personne, comment elle se sent et comment le traumatisme que ça provoque, au fait, parce que cette personne ne peut plus être ce qu'elle était avant et ne peut pas subvenir à ses besoins, donc à la hauteur que cette personne était capable de le faire avant. Donc, incapable ça fragilise cette personne et ça fragilise aussi le bien-être de sa famille. Je vais aussi dire que cette attaque à l'identité fait aussi que ce traumatisme nous abrutit, au fait. Ne plus savoir qui on est. Moi, je vous dis, je me rappelle, c'était en 2006 ou 2007, j'étais au Canada depuis 2000 et on m'a demandé qui j'étais. J'étais plus capable de répondre et j'éclatais en sanglots. Parce que j'essayais tellement de me redéfinir, puisque ce que j'étais avant, je ne pouvais pas exister comme être la personne que j'étais avant. Et ça a provoqué une détresse, au fait. Donc, moi, je renvoie à un des défis les plus importants que j'aimerais amener aujourd'hui dans notre conversation, c'est le défi émotionnel, tout l'aspect émotionnel et la santé mentale des personnes immigrantes. Comment c'est un processus qui fragilise tant qu'au niveau de la santé mentale, tant qu'au niveau financier, parce que si on ne peut pas subvenir à ses besoins, parce qu'il y a pas une reconnaissance des acquis, mais ça nous fragilise financièrement. Donc, ce côté de vulnérabilité profonde que encore plus profond quand c'est quelqu'un qui est réfugié, parce que cette personne n'a même aucune certitude qu'elle peut rester au Canada ou pas, donc incapable de prendre racine. Donc, je dirais d'en tenir compte dans nos échanges, nos interactions avec les personnes immigrantes. Je dirais aussi
de penser à qu'est-ce qui peut aider cette personne qui vit une certaine vulnérabilité à différents endroits dans sa vie. Quelqu'un qui est en couple, sa masculinité est remise en question. C'est la femme qui travaille en premier. Donc, il y a tellement de défis. Je suis sûre que vous en connaissez déjà quelques-uns. C'est de penser à quel est le réseau de soutien de cette personne? Qu'est-ce que je peux, comme personne intervenante ou avocate ou avocat qui travaille avec ces personnes, qu'est-ce que je peux lui suggérer comme réseau de soutien pour, en sachant que cette personne a besoin d'un appui particulier. Je sais que on va en parler plus tard, mais si une personne immigrante se présente dans un rendez-vous avec toute sa famille, cette personne a besoin d'être assurée. Donc, c'est son réseau de soutien. Et ce réseau de soutien, quand cette personne arrive seule au Canada, il y a beaucoup de personnes qui arrivent seules. Donc, vous pouvez imaginer un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Donc, cette vulnérabilité, au fait, qui est à fleur de peau. Donc, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est de tenir compte de la vulnérabilité de ces personnes à cause des différents traumatismes qu'ils vivent à différents niveaux et de tenir compte de la distance culturelle dans nos interactions pour que ces interactions soient beaucoup plus humaines et bienveillantes. Voilà. Et merci. Oh, oui, et merci, Madame Zamar, pour ce partage et aussi pour cette sensibilisation. Alors, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux la réalité des personnes immigrantes, je crois qu'il est approprié de se pencher sur ce que les juristes peuvent faire concrètement. Alors, pour ça, je passe la parole à Maître Diallo qui nous fera justement découvrir d'autres pratiques exemplaires. Excellent, merci beaucoup. Je repars pour faire suite à ces excellentes interventions. Je repars sur une présentation PowerPoint. Est-ce que vous la voyez bien à l'écran? Très bien. Excellent. Parfait. Alors, merci énormément déjà à la GEFO pour cette invitation, pour cette opportunité de discuter vraiment de ces questions qui sont essentielles, non seulement pour les juristes, mais également pour les non-juristes. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions que nous avons déjà eues ce matin. Et pour moi, ça vient vraiment, à mon avis, compléter plusieurs éléments au niveau de ma propre réalité, au niveau de ma propre pratique, et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Alors, effectivement, je vais nous ramener dans cette lignée-là sur des éléments encore plus pratico-pratiques et cette fois vraiment du point de vue des avocats, des juristes qui travaillent directement et de près avec des clientèles qui sont immigrantes et essentiellement des personnes qui sont nouvellement arrivées au Canada. Un mot rapidement pour vous donner le contexte de mon côté. Alors, effectivement, je suis avocate spécialisée en immigration et en droit des réfugiés. Je travaille en ce moment au sein d'une clinique juridique, la clinique juridique francophone d'Ottawa, et cette clinique se situe au sein d'un centre communautaire. Alors, on voit vraiment qu'on a la possibilité de collaborer directement, essentiellement, avec des intervenants communautaires. Et les conseils pratiques, les astuces, les recommandations que j'aimerais vous partager aujourd'hui sont tirées directement de cette réalité. À la fois cette réalité de ma propre pratique en matière d'immigration, de mon parcours aussi personnel en matière d'immigration et de cette réalité-là d'avoir à intervenir auprès des clientèles immigrantes dans un contexte à la fois juridique, au niveau de la clinique juridique, et également dans un contexte communautaire. Donc, on va parler de tout ça. Alors, essentiellement, comme je disais, les conseils que je me propose de vous partager pour aujourd'hui, et peut-être que pour plusieurs d'entre vous, il s'agira essentiellement d'une piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal non plus, mais essentiellement, les conseils, les pratiques, les recommandations que j'aimerais vous partager aujourd'hui sont vraiment destinés à ceux parmi nous, ceux et celles parmi nous qui sont des avocats, qui sont des juristes et qui travaillent de près avec des clientèles immigrantes
et qui essentiellement sont amenés à collaborer ou qui aimeraient collaborer avec d'autres intervenants communautaires dans le contexte du même dossier. Alors, comment jongler avec notre propre travail en tant que juriste et l'expertise externe qu'on va aller chercher de la part des intervenants communautaires pour essentiellement pouvoir continuer à appuyer nos clients dans leur parcours. C'est vraiment là-dessus sur ces points-là que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. Et comme je disais, les pratiques que je vous partagerai aujourd'hui sont vraiment tirées de ma réalité, ma pratique en immigration, ma pratique au sein d'une clinique juridique et dans un contexte un peu plus large au niveau communautaire. Alors, il y aura peut-être certains éléments qui vont s'appliquer moins bien dans un contexte de pratique privée. C'est pas grave, il y aura quand même, à mon avis, des éléments de discussion qu'on pourra partager. 3 notions clés que j'aimerais vous partager pour aujourd'hui. La première, c'est excessivement important de définir vos propres limites. En tant que juriste, en tant qu'avocat, vous avez un travail à faire lorsque vous intervenez auprès de vos clients. Et c'est très important, avant même de penser à référer vos clients ailleurs, avant de penser à faire intervenir d'autres personnes dans le dossier, vous devez d'abord et avant tout définir vos propres limites. Autrement dit, vous devez comprendre votre propre travail, ce que vous allez pouvoir faire en tant qu'avocat, en tant que juriste, les limites de votre travail, les limites de votre compétence et essentiellement la mission que vous vous donnez par rapport à votre client. C'est excessivement important. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il faut se rappeler que votre client suit un parcours. Et là, c'est là où on repense aux interventions, notamment à celle de Carline qui nous a parlé tout à l'heure justement de ce parcours d'immigration qui peut varier d'une personne à l'autre. Mais le mot-clé ici, c'est parcours. Le client est sur un cheminement. Et nous, en tant qu'avocats, en tant que juristes, on représente seulement une étape dans ce cheminement. Autrement dit, on ne peut pas tout régler pour cette personne. Cette personne, lorsqu'elle arrive au Canada, va être confrontée à plusieurs problèmes, juridiques et non juridiques. Alors, il faut dès le départ définir ses propres limites. Qu'est-ce que moi, je peux faire en tant qu'avocat? Qu'est-ce que je peux faire en tant que dans ma propre pratique aussi, au niveau de mes compétences, au niveau de mon expertise. Un client peut se présenter à nous avec des problèmes qui dépassent notre cadre de compétences. Dans mon cas, ma compétence se situe et se limite vraiment dans le contexte de l'immigration. Je ne peux pas nécessairement assister mes clients dans au niveau de questions liées au droit de la famille, au logement, etc. Alors, il faut vraiment avoir conscience de ses propres limites. Et une fois qu'on comprend nos limites, une fois qu'on comprend la mission qu'on se donne par rapport à nos clients, on va faire ce qu'on appelle essentiellement, on va former essentiellement une équipe. Parce que à partir du moment où on comprend ses propres limites et qu'on comprend quels besoins au niveau du client ne pourront pas être comblés par notre travail, à ce moment-là, on arrive à identifier les besoins qui devront être comblés par une expertise externe, donc nos intervenants communautaires. Et lorsqu'on ajoute un intervenant communautaire dans cette dynamique qu'on est en train de créer avec notre client, essentiellement, on est en train de former une équipe. Et au sein de cette équipe, chaque personne a son rôle. Et le client est au centre de cette équipe. Il est au centre de cette dynamique et il doit être encouragé à participer pleinement. Autrement dit, on lui explique la stratégie qu'on lui propose. On lui demande les instructions par rapport aux prochaines étapes. On encourage les questions, on clarifie. On s'assure que le client comprend ce qui se passe dans son parcours. Et on parlait tantôt de perte de repères, d'identité, etc. C'est pour ça qu'on cherche à rendre le client le plus autonome possible dans son parcours. On est là pour l'appuyer, on est là pour le soutenir. Le client est au centre de cette intervention. Et au sein de cette équipe qu'on est en train de former, il faut s'assurer de respecter la compétence et l'expertise de l'intervenant qu'on ajoute à cette dynamique. Je ne suis pas travailleuse sociale, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas interprète, je suis avocate en immigration. Mon expertise est limitée. Et donc, lorsque je travaille avec des clients qui ont des besoins connexes,
en matière de santé mentale, en matière de logement, en matière d'établissement, je dois respecter la compétence et l'expertise des intervenants qui se rajoutent à cette dynamique. C'est excessivement important. Troisième notion importante, la communication. À partir du moment où on ajoute une personne de plus dans cette dynamique, donc on n'est plus seul avec le client, on a un intervenant ou une intervenante communautaire qui nous appuie dans notre intervention. Il faut s'assurer encore plus qu'avec simplement notre client, il faut s'assurer de bien communiquer parce que ça crée des défis en termes de logistique, en termes de communication. Plus on rajoute des personnes dans la dynamique, plus on a des défis en matière de communication. Alors, il faut en faire une priorité. On communique clairement, on communique régulièrement, à la fois avec l'intervenant et le client. Et on communique des informations qui sont importantes. Quelles sont les prochaines étapes? Quelle est la stratégie qu'on propose pour le dossier? Quels sont les nouveaux développements qui posent un défi? C'est ça qu'il faut communiquer. Et il ne faut pas non plus oublier, encore une fois, que le client est au centre de cette dynamique. Alors, on reste à l'écoute du client et on apprend aussi à gérer ses attentes. Un défi que j'ai au quotidien, c'est que les clients, plusieurs de mes clients, s'attendent à ce que je sois en mesure de régler la majorité de leurs problèmes au-delà de la question principale en matière d'immigration. Et il faut apprendre à gérer ces attentes et à leur expliquer qu'on n'a pas les compétences, par exemple, comme j'ai dit, en matière, par exemple, de santé mentale, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on vous réfère à une intervenante. C'est pour ça qu'on vous réfère à telle ou telle organisation ou tel collègue. Eux seront en mesure de vous aider. Et c'est pas toujours évident de gérer ces attentes parce que parfois, certains clients vont penser à tort que lorsqu'on est avocat, lorsqu'on est juriste, on a toutes les cartes en main et qu'on est forcément en mesure de régler la majorité de leurs problèmes et que notre travail a plus de poids que celui, par exemple, d'une travailleuse sociale, ce qui est complètement faux, bien entendu. Chacune a son expertise et essentiellement son champ de compétences. Alors, il faut apprendre à bien communiquer avec le client pour gérer ces attentes-là. Et on l'a mentionné également tantôt, c'est pas facile pour le client. C'est pas facile à naviguer, il y a une perte de repères et par la nature même des questions que nous avons en immigration, on se retrouve vraiment dans une dynamique où le client est inconfortable, le client est en train de traverser des moments difficiles, alors il faut apprendre à communiquer efficacement avec le client et en sachant aussi que le client se retrouve dans une dynamique où il va parler ou elle va parler à des personnes qu'elle ne connaît pas, à une avocate, peut-être à une travailleuse sociale, etc. Et il y a une dynamique de pouvoir là qui s'installe, qui n'est pas confortable pour le client. Alors, on s'assure de bien communiquer. J'aimerais également vous partager quelques astuces, quelques outils pratico-pratiques qui m'aident au quotidien et qui peut-être aussi vous sont déjà familiers, mais encore une fois, une piqûre de rappel parfois ne fait pas de mal. Alors, la première notion que j'ai expliquée tantôt, le principe d'avoir à définir d'abord et avant tout notre propre travail, les limites de notre expertise, encore une fois, excessivement important, et un outil qui m'aide, moi, à définir mon travail dès le départ, non seulement pour moi-même, mais aussi lorsque je communique avec le client et les intervenants communautaires, c'est le mandat. Mon mandat que je rédige, que je prépare avec mon client est un outil très important parce que c'est vraiment ce qui me permet de mettre par écrit ce que je vais faire dans le contexte du dossier et ce que je ne vais pas faire dans le contexte du dossier. Et c'est là où ça devient important d'avoir cette communication dès le départ avec le client pour que cette personne comprenne également ce qu'on va pouvoir faire dans le dossier et ce qu'on ne va pas pouvoir faire dans le dossier qui sera plutôt du ressort de nos intervenants communautaires. Et donc, il faut encourager le client à poser des questions sur le mandat. L'avez-vous compris? Êtes-vous à l'aise avec le contenu? Voulez-vous qu'on repasse au travers? Il faut vraiment encourager les questions. Parfois, les clients sont impatients, ils veulent signer rapidement et avancer, mais après, si on n'a pas cette compréhension dès le départ du travail qui sera fait par l'avocat, ça peut créer des défis en matière de gestion des attentes des clients. Alors, il faut miser là-dessus dès le départ.
En conseil, une astuce que je donne par rapport au mandat, dans la mesure du possible, utiliser un langage clair. C'est pas évident. Parce qu'utiliser le langage clair, vulgariser le contenu de nos communications, de notre correspondance, ça prend du temps. Et le temps, c'est un défi que nous avons très régulièrement. On a une forte demande, on n'a pas beaucoup parfois de temps qu'on peut dédier à la rédaction, c'est un défi. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à explorer, le langage clair. Alors, des astuces que je vous propose, utilisez des phrases courtes. Essayez de limiter les synonymes. Gardez une idée par paragraphe. Vous pouvez numéroter aussi lorsque vous proposez des étapes particulières aux clients. Utilisez des sous-titres. Tous ces éléments-là vont vous permettre de rendre vos mandats plus clairs, votre correspondance plus claire avec le client et ça va faciliter essentiellement la compréhension dès le départ. Toujours important également de remettre une copie du mandat au client. Pourquoi? Parce qu'on veut à nouveau que le client prenne pleinement possession des renseignements dans son dossier, comprenne le processus et soit activement en fait impliqué dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment important. Quelques défis, donc je l'ai mentionné en matière de temps, l'impatience des clients, mais également dans le contexte des cliniques juridiques, et je suis certaine au privé également et dans d'autres domaines, dans d'autres milieux également, la forte demande. Lorsqu'on a une forte demande, lorsqu'il faut jongler avec beaucoup de demandes qui rentrent en même temps, on n'a pas toujours le temps de faire ça. Donc, c'est un défi, mais je vous encourage vraiment à explorer ces éléments-là. Une fois que vous avez votre mandat clair, une fois que vous avez une conception vraiment claire de ce que vous allez faire par rapport à votre dossier, par rapport au client, là, vous êtes en position de référer votre client à un intervenant communautaire pour les besoins qui sont hors de votre champ de compétences. Et lorsque vous le faites, la recommandation que je vous donne, assurez-vous vraiment de faire le relais. Donc, vous allez vraiment expliquer au client, je vous réfère à ma collègue, à mon collègue X ou Y qui va vous aider pour tel ou tel besoin. Clarifiez-le dès le départ pour que le client puisse comprendre exactement comment est-ce que cet intervenant communautaire va pouvoir l'accompagner dans les questions connexes de son dossier. Vraiment important. Et c'est aussi important de laisser l'intervenant faire son travail. Laissez cette personne établir sa propre relation de confiance avec le client, respecter son expertise, laissez-le faire son travail. Également, dans la mesure du possible, si vous êtes en mesure de faire des rencontres conjointes avec votre client et l'intervenant communautaire, c'est l'idéal. Parce que de cette manière-là, on facilite la communication, on est en mesure de partager des renseignements plus facilement, on peut discuter ensemble des prochaines étapes, etc. Pas toujours évident à faire, il y a plusieurs défis. Parfois, le client ne nous exprime pas adéquatement ses besoins et donc on n'est pas en mesure de déterminer dès le départ quels sont les besoins qui pourraient être comblés par une organisation externe, par un intervenant communautaire, etc. Parfois, on a des difficultés aussi à rejoindre d'autres intervenants pour toutes sortes de raisons. Ils ne sont pas disponibles, peut-être qu'on n'a pas pu trouver des ressources adéquates dans la communauté, etc., etc. Également, il faut se rappeler que lorsqu'on parle d'intervenants communautaires et de manière plus large de ressources communautaires, il y a toujours ce défi par rapport aux critères d'admissibilité qu'on perd parfois de vue, mais c'est important de s'en rappeler. Les organisations communautaires ont souvent des critères d'admissibilité pour être en mesure d'aider des clients. Ça peut être des critères qui sont liés aux revenus, à la résidence, au type de service demandé, etc. Alors, il faut s'assurer de bien comprendre en fait les ressources qui sont disponibles dans la communauté et d'avoir quand même une bonne idée des critères d'admissibilité qui existent parce que on ne veut pas référer des clients vers des ressources qui en réalité ne vont pas vraiment pouvoir les aider et on crée vraiment encore plus de difficultés dans leur parcours. Et encore une fois, le temps. Le temps reste un défi, les conflits d'horaires avec les intervenants communautaires, le manque de temps, etc. Ces choses-là peuvent faire en sorte que l'idée ou le principe d'avoir des rencontres conjointes, par exemple, peuvent poser un défi à ce niveau-là. Un mot également sur la confidentialité.
On a, bien entendu, en tant qu'avocat et juriste, des obligations en matière de confidentialité vis-à-vis de nos clients. Alors, un outil que j'utilise très régulièrement, et je suis certaine que vous êtes familier avec cet outil également, l'autorisation de divulgation. Alors, on s'assure vraiment d'avoir par écrit l'autorisation de nos clients de pouvoir communiquer avec des intervenants communautaires, avec des collègues, dans mon cas, du Centre communautaire de Vanier, avec d'autres organisations externes par rapport à leur dossier. On a besoin d'avoir cette autorisation par écrit parce qu'on doit respecter la confidentialité du dossier. Et en ayant cette autorisation de divulgation par écrit, on a vraiment la carte ou la clé en main, si on veut, pour avoir le champ libre essentiellement pour discuter pleinement avec des intervenants externes et être en mesure d'identifier des défis, des choses qui pourraient faciliter le parcours de notre client. Une bonne pratique que je vous recommande, même si vous avez une autorisation de divulgation qui est signée, qui est large, qui vous donne vraiment une marge de manœuvre pour discuter du dossier de votre client avec d'autres intervenants, ne divulguez pas plus que nécessaire. Donnez tout simplement l'information qui est nécessaire pour aider l'intervenant à bien faire son travail. Et même si le client vous a divulgué d'autres informations, n'allez pas divulguer plus que nécessaire. C'est vraiment juste une bonne pratique à garder en tête. Un défi qui peut se poser en matière de confidentialité que je vois régulièrement dans mon travail, c'est que parfois mes clients vont me confier certaines informations qu'ils ne vont pas confier aux intervenants communautaires ou vice-versa. Et dans ce cas-là, ça pose parfois des défis en matière d'éthique, en matière de confidentialité, et on se demande qu'est-ce qu'on fait avec cette information. Et pour moi, je reviens toujours à cette question principale. Est-ce que moi, j'ai les informations nécessaires pour bien faire mon travail? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher cette information ou des informations complémentaires auprès du client, auprès de l'intervenant communautaire pour être en mesure de bien faire mon travail? Autrement dit, si mon client a confié certaines informations à une intervenante communautaire, par exemple à une travailleuse sociale qui travaille avec nous conjointement sur le dossier, mais que ces informations qui ont été partagées entre la travailleuse sociale et mon client ne vont pas en réalité changer quelque chose dans mon travail, je n'ai pas besoin de le savoir, je me limite à ce dont j'ai besoin de savoir dans le contexte de mon travail. Donc, vraiment important à garder en tête. Et la dernière chose, et j'aimerais conclure là-dessus, je reviens encore à cette notion de communication et des outils ou des pratiques, des astuces qui nous aident beaucoup en matière de communication. Évidemment, le fait d'avoir, par exemple, l'appui d'intervenants communautaires qui parlent la même langue que le client, c'est excessivement, c'est précieux. C'est vraiment quelque chose qui change beaucoup la nature de l'intervention qu'on va faire auprès de nos clients, parce qu'en réalité, au-delà du vocabulaire, au-delà des mots que les intervenants communautaires sont capables de partager avec le client, lorsqu'on parle la même langue que quelqu'un, on comprend aussi beaucoup mieux sa culture. On comprend beaucoup mieux sa réalité. Ça va plus loin que juste la langue. Et ça fait toute une différence dans les interventions qu'on fait parce que lorsque on a, par exemple, dans mon cas, bien souvent, des travailleuses d'établissement qui vont parler la même langue que mes clients et qui vont m'aider lors de mes rencontres avec mes clients pour interpréter, pour faciliter la communication, je me rends compte que ces travailleuses d'établissement, mes collègues en établissement, font plus que juste parler la même langue que le client et le comprendre, mais ils vont vraiment s'assurer de comprendre la réalité du client d'un point de vue pratico-pratique. Donc, des intervenantes, par exemple, qui viennent du même pays ou de la même région que le client vont vraiment comprendre certaines choses que le client a parfois du mal à exprimer, même en parlant la même langue. Donc, c'est très important. Et pour ma part, lorsque je communique avec les clients dans cette dynamique où il y a moi-même, le client et un intervenant communautaire, je fais tout mon possible pour assurer le confort et l'inclusion du client parce qu'encore une fois, c'est pas facile. C'est pas une situation confortable. On se retrouve face à 2 ou 3 personnes qu'on ne connaît pas et on doit expliquer notre parcours, on doit expliquer des éléments parfois difficiles ou délicats ou traumatisants dans notre vie. C'est pas facile.
Et ce que je fais, l'une des choses que je fais, c'est une technique que j'utilise, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Donc, lorsque le client va me parler, m'expliquer son parcours, je vais souvent reprendre les mêmes mots que le client. Et ça, implicitement, psychologiquement, ça aide le client à le rendre plus à l'aise dans cette conversation. Et lorsque l'intervenant communautaire fait la même chose dans ces rencontres conjointes que nous avons, ça crée vraiment un peu plus de confort pour le client. Les pronoms aussi. Donc, lorsque nos clients ont des pronoms particuliers qui souhaitent être utilisés lors de nos échanges, on s'assure de respecter ces pronoms, on s'assure de confirmer les pronoms à utiliser et moi-même, je vais donner mes pronoms pour contribuer vraiment à rendre le client à l'aise dans cette dynamique. Et la dernière chose en matière de communication que je voulais vous partager, c'est la fin de l'intervention. Donc, lorsque nous, en tant qu'avocats, en tant que juristes, on termine notre mandat, on termine notre travail d'un point de vue juridique, c'est important de bien conclure. C'est important d'être clair sur la fin de cette intervention-là. Et moi, ce que je fais habituellement, c'est que je commence par un appel ou un courriel plus ou moins informel dans lequel je vais confirmer que le cas sera bientôt fermé. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais bientôt fermer votre cas parce que le travail a été terminé, parce que nous avons obtenu la décision qu'on souhaitait ou parce que telle ou telle chose est intervenue et maintenant, nous allons bientôt fermer votre cas. Donc, on l'explique. Et ensuite, je remets une lettre de fermeture au client pour expliquer le travail qui a été réalisé. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans bien des cas, le client va quand même continuer son parcours avec l'intervenant communautaire, même si le mandat est terminé avec nous. Alors, c'est important de bien communiquer la fin de notre travail avec le client pour qu'il puisse ou qu'elle puisse comprendre que même si le travail est terminé avec nous, l'intervention ou la suite de son parcours d'immigration va quand même continuer ou peut quand même continuer avec l'intervenant communautaire qui l'appuie sur des questions connexes. Alors, vraiment important de bien le verbaliser, de le mettre par écrit et essentiellement de bien le communiquer. Donc, je conclue là-dessus. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer et je vais redonner la parole à Maître Lacroix. Merci beaucoup. Merci, Maître Diallo, pour ces excellentes informations et astuces très pratico-pratiques. Je suis contente que c'est le thème du jour qui revient puisque c'était exactement cet objectif-là de la formation. Alors, je vais encourager les gens à ajouter des questions dans le chat maintenant s'il y en a, puisqu'il nous reste quelques minutes. Mais sinon, en attendant, j'ai une question. Donc, souvent, lorsque j'ai un client avec un accent, je profite pour poser une question sur ses origines. C'est une façon de briser la glace. Est-ce que je devrais arrêter de le faire? Alors là, que ce soit Maître Diallo, Maître Lassonde, Madame Zamor, vous pouvez les trois vous commenter ou répondre à cette question. Je vous laisse la parole. J'aimerais bien commencer. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à cette question. Donc, la question, c'est bien d'où l'on vient, c'est bien ça? Pardon. Me poser, oui, sur ses origines. Sur ses origines. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Maître Lassonde, parce que quelqu'un est racisé, souvent on pense que cette personne est immigrante et que cette personne n'est pas un citoyen canadien. Il y a des citoyens canadiens qui sont au Canada, qui sont des personnes racisées et qui sont là au Canada depuis des générations. Si on considère par exemple les Noirs d'Halifax. Donc je pense qu'il faut faire attention quand on pose cette question parce que et d'être conscient du biais personnel que ça renvoie et de comprendre que pour une personne immigrante, nous sommes à la croisée de plusieurs identités culturelles. Donc, je suis canadienne d'origine haïtienne. Donc, cette partie de mon identité est toujours là.
Je ne nie pas ça. Donc, il faudrait trouver une autre façon de le faire. Il y a une autrice qui suggère, d'ailleurs, je vous encourage à regarder son TED Talk. Elle suggère de parler, de dire Where are you local? T'es différente. À quelle communauté sens-tu que tu appartiens? Parce que on a plusieurs appartenances, on a plusieurs réalités, on a une identité plurielle. Donc, de tenir compte de ça quand on pose cette question. Je laisse mes collègues ajouter à cette question. Merci. Je peux ajouter que, dans le fond, quand on pose une question sur les origines d'une personne, tout simplement parce qu'on a entendu un accent, dans le fond, ça met l'emphase sur la différence entre nous et la personne plutôt que sur les choses qu'on a en commun. Et ça peut faire sentir comme si la personne n'appartenait pas vraiment à notre communauté. Donc, autrement dit, quelqu'un qui se fait poser cette question-là va se sentir mal à l'aise immédiatement. La plupart du temps. Il peut y avoir des exceptions à la règle, mais si je dois vous recommander une bonne pratique, ce serait, oui, à tout prix d'éviter cette question, à moins d'être rendu beaucoup plus loin dans votre relation avec la personne. Et puis aussi, je reviens à ce que je disais plus tôt, laissez la personne se révéler. Si ça lui tente de parler de ses origines, elle va le faire. Et des fois, il y a des personnes qui en parlent immédiatement, d'elles-mêmes, sans qu'on pose de questions. Il y a d'autres personnes qui n'en parlent pas. Ça veut dire qu'elles n'ont pas le goût d'en parler. Alors, plutôt, je recommande d'adopter l'attitude de, oui, on peut remarquer que quelqu'un a un accent différent et continuer la conversation comme d'habitude, mettre l'accent sur les choses qu'on a en commun et graduellement, vous allez découvrir plein de choses sur la personne. Et donc, je suis certaine que votre curiosité va être satisfaite un jour ou l'autre, mais on veut mettre la personne à l'aise. Tout à fait, entièrement d'accord. Et c'est ça. Essentiellement, je fais vraiment écho à ce que vous venez d'expliquer. Il faut vraiment, l'idée, c'est encore une fois, c'est le confort, c'est l'inclusion et il faut parfois se décentraliser. Et je reprends justement ce que Maître Lassonde avait expliqué tantôt, mais c'est ça. Parfois, il faut se rappeler que il faut aussi respecter la perspective de l'autre et pas juste notre perspective, comment nous on le ressent. Alors, c'est important, voilà, d'en tenir compte, définitivement. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais partager une dernière chose avant de lancer le mot de conclusion pour ce webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais vous faire découvrir aux participants une ressource en ligne qui provient du site web établissement.org. Donc, c'est Services près de chez vous. On va vous le partager dans le chat à l'instant. Mais donc, si vous allez sur ce site web et dans l'onglet Services près de chez vous, vous allez retrouver plusieurs services dans la région ou la ville de votre client ou de votre cliente. Et donc, vous serez en mesure de trouver des services communautaires sous différents domaines, comme par exemple l'aide à l'emploi, l'aide au logement. Alors, il y a également d'un domaine plus juridique. Mais donc, pour que vous puissiez vraiment outiller votre clientèle, comme Maître Diallo nous l'a montré aujourd'hui à quel point c'est important. Et en plus, vous pouvez choisir la langue. Donc, ici, le français, mais ils vont également préciser des services qui sont offerts dans d'autres langues. Alors, j'espère que cet outil va vous être utile à mieux référer votre clientèle vers d'autres services. Et alors, j'en profite donc vraiment pour dire un merci sincère de votre générosité, Madame Zamar, Maître Lassonde et Maître Diallo. Vous nous avez vraiment éclairés, vous nous avez permis de mieux comprendre les besoins des personnes immigrantes, mais surtout, vous nous avez outillés avec des vraies solutions, des vraies astuces concrètes qu'on peut utiliser au quotidien. Alors, je veux également remercier les participants d'avoir été présents en si grand nombre. L'enregistrement de cette formation va être disponible sur le site web de jurisource.ca dans quelques jours. Et donc, encouragez vos collègues à suivre cette formation en compétences interculturelles, car comme on le voit, c'est vraiment des compétences essentielles en tant que juriste. Et l'équipe de la GEFO va également vous envoyer un courriel au cours des prochains jours avec le lien à l'enregistrement et les présentations PowerPoint.
On va également inclure le petit lien au sondage de rétroaction qui est toujours apprécié si vous pouvez prendre les quelques minutes pour le remplir. Et sinon, bien, on espère vous revoir en grand nombre encore à l'un de nos prochains événements. Plusieurs événements vont avoir lieu pendant le mois de mars. Je ne vais pas pouvoir tous les présenter aujourd'hui, mais vraiment, rendez-vous sur notre site web de la GEFO à la page calendrier des activités sous l'onglet juriste pour connaître toutes les différentes formations et webinaires qui auront lieu pendant le mois de mars. Donc, entre autres, le 8 mars prochain à midi, le Comité des jeunes juristes de la GEFO offre un webinaire gratuit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. L'objectif de ce webinaire est de partager avec les participants et les participantes les expériences et histoires à succès de nos conférencières, mais aussi les défis et les réalités de la place des femmes dans la profession juridique. Et sinon, on a également lancé les inscriptions pour le congrès annuel de la GEFO qui aura lieu à Ottawa du 8 au 10 juin prochain. Faites vite, le nombre de places est limité, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Mais sinon, sur ce, encore une fois, un gros merci à nos conférencières d'aujourd'hui et je souhaite une excellente fin de journée à tout le monde et à la prochaine. Merci.